Bonsoir. Donc merci d'être venu à cette présentation de saison tardive par temps d'orage. Donc je vais introduire notre saison comme c'est devenu quasiment une tradition maintenant par petite déclaration préliminaire qui est aussi un moment peut-être qu'on peut se donner pour réfléchir à ce qui nous attend en général et voir par où passera le courage, la ressource des temps nouveaux. Cette année, nous fêtons les 70 ans de la décentralisation culturelle. C'est un anniversaire assez émouvant et qui touche en particulier les centres dramatiques nationaux, puisqu'en 1947, vous le savez, a commencé l'aventure des centres dramatiques nationaux par celle inaugurée par Jean Dasté à Saint-Étienne, un jeune homme audacieux, créatif au possible et extraordinairement généreux. C'était le temps où l'art voulait rencontrer les ouvriers et les paysans et où il semblait que tout devait être remis à neuf. Aujourd'hui, nous fêtons cet anniversaire et il faut en garder l'extraordinaire positivité. Mais avant d'aborder cette positivité, je voudrais vous parler des nouvelles inquiétudes qui sont les nôtres. Nous entrons, vous le savez, dans une ère nouvelle. Moi, je pense que c'est un saut historique qui vient de se produire. Et on ne sait jamais, au fond, dans ces sauts historiques, ce qu'ils apporteront de délivrance bonne et de mauvaise délivrance, de brutalité. Il y a, malgré tout, il faut être concentré parce qu'il y a malgré tout une grande inquiétude. Elle porte sur certains points et je me disais que je devais les partager avec vous, que nous avancions ensemble dans la connaissance de la situation pour que peut-être à un moment nous puissions nous aider s'il le fallait. Revient de manière un peu rampante. On va s'asseoir. Pardon, sinon je vais obliger Fred. Pardon. Revient de manière un peu rampante une menace qui consiste à vouloir nous mettre ensemble avec le théâtre privé. C'est une menace maintenant qui s'objective, à vrai dire. Nous savons que désormais une maison commune pour la musique vient d'être créée. Et ma foi, ce sont des choses qui ressemblent un peu à ce qu'on connaît dans les pays anglo-saxons, des agences dans lesquelles les intérêts du privé et du public sont confondus. Et on sait ce que ça donne. On sait que du coup, les intérêts du public deviennent la portion congrue, soit donc une politique de l'art prestigieux ou de l'art social. Voilà, donc voilà, c'est le premier point sur lequel je voulais nous alerter, pointer. Il y a aussi vraisemblablement des attaques larvées, de nouveau des annexes 8 et 10 de l'intermittence par une disposition de la nouvelle loi travail. Je ne vais pas rentrer dans le détail technique, mais disons qu'apparaît un nouveau type de contrat qui pourrait s'étendre au spectacle vivant, le contrat de mission, le contrat de chantier, et qui pourrait être choisi par les industries audiovisuelles. Et si elles se mettaient à le préférer à nos propres formes de contrat, cela pourrait ruiner l'équilibre des annexes 8 et 10. Et alors, l'attaque serait simplement comme ça, objective, empirique, elle ne serait plus idéologique, mais par une espèce de mécanisme économique. Et nous pourrions, dans ce cas, nous trouver très, très démunis dans la défense. Il y a, vous le savez peut-être, l'assignation par des syndicats qui défendent les intérêts des artistes, l'assignation de certains CDN devant le tribunal pour ne pas avoir respecté la proportion d'emplois artistiques dans les maisons.
Et notre CDN est concerné. Cette assignation porte sur les années 2011-2014, où en fait ce qui avait été décidé dans la profession n'a pas pu être réalisé par la direction précédente, et tout simplement parce que, nous le savons, les subventions diminuant, il est de plus en plus difficile dans les maisons de faire de la place aux artistes. C'est un paradoxe très violent que les syndicats en défense des artistes sont tout à fait fondés à pointer, mais cette indexation passe par des moyens un peu brutaux, tribunal, et donc menace de devoir payer une amende, ce qui pourrait évidemment nous mettre dans une position très, très difficile. Et il y a le plus sérieux, au fond, dans tout ça, peut-être de mon point de vue. Je parle des choses sur lesquelles je peux agir. Il y a notre propre confusion idéologique, après tout. À nous, nos catégories sont obsolètes, souvent. Notre système est souvent défensif. Nous n'avons pas assez travaillé les questions de la politique culturelle par nous-mêmes. Je vais vous donner un exemple des points comme ça de confusion dans lesquels maintenant nous devons entrer dans une clarification. Pour les 70 ans des CDN, des directeurs donc, vont produire des tribunes qu'ils vont livrer à la réflexion de tous. Et parmi elles, une tribune va certainement paraître, qui est une tribune généreuse, à vrai dire, mais qui met l'accent sur l'injonction qui nous serait faite et que certains directeurs de CDN acceptent volontiers, injonction à respecter les critères de la diversité culturelle, de la parité hommes-femmes, etc. Alors je voulais vous parler un petit peu de ça, parce que il est possible que ce soit aussi finalement des nouveaux mots d'ordre dans lesquels nous risquerions quand même d'être un peu piégés. Je vous livre à la réflexion, après on pourra discuter. Je suis tout à fait d'accord pour dire que la discrimination positive, etc., sont des outils tactiques absolument nécessaires, des outils de compensation des injustices. Il faut donc en effet une politique volontaire pour que ceux qui n'ont pas de place trouvent leur place. Mais je voudrais dire qu'en même temps, l'ordre, si je puis dire, de l'art répond à une autre règle. Voilà. Et de mon côté, je me battrai toujours pour que l'altérité soit opérante. Je crois que nous devons faire la place à ceux qui n'en ont pas pour que leurs différences nous transforment. Je suis très inquiète devant l'idée qu'il nous suffirait de faire un art représentatif qui serait le miroir du monde tel qu'il est, et sous l'idée qu'il doit représenter le monde tel qu'il est, évidemment, toutes les facettes de ce monde doivent y apparaître. Vous le savez, moi je pense que l'art ne représente pas le monde tel qu'il est. L'art s'appuie sur toutes les forces d'altérité, d'altération. Et nous ne sommes pas là seulement pour faire la place, nous sommes là pour transformer les places. Et donc, ces débats trop rapidement menés peuvent, malgré tout, à mon sens, nous enfermer dans une politique dont les critères seraient des critères un peu étrangers à la question de l'art. Alors, je voulais évoquer comme ça, de manière un petit peu amicale, enfin, ces points comme ça de réflexion sur lesquels il faudra être attentif, et y opposer malgré tout notre optimisme, en fait. Je voudrais dire qu'ici, nous avons bâti une maison particulière. Elle n'est pas qu'une forteresse assiégée, non.
elle est une invention. Notre amitié avec les artistes et avec les gens, notre idée fixe qui est de défendre notre art comme lieu de ce qui doit venir, non comme le mausolée de nos défaites ou de nos rancœurs ou de nos seules critiques. Notre idée fixe de défendre l'art, tout simplement. Beauté nouvelle, joie de l'amitié humaine comme affect premier de la politique. Ici, nos débats, nos séminaires avec Alain, notre restaurant, avec son chef irremplaçable, une espèce d'anarque cabocharde qui forme et qui accueille tout le monde. Notre école, nos amis étrangers par qui se pense la réparation de tout ce qui est en impasse dans le pays. Nos amis jeunes en difficulté dans la vie, par qui se pense ce que serait un monde où l'hospitalité première, urgente, et la confiance seraient données à la jeunesse comme orientation. Nos projets d'architecture, puisque vous le savez sans doute, je crois que je peux le dire, nous avons obtenu que un nouveau théâtre, en quelque sorte, ou un théâtre restauré ou neuf, ou en partie neuf, soit donné au Théâtre de la Commune. Notre passion de l'intelligence, au sens de faire crédit que nous sommes tous extraordinairement amoureux des idées, que nous avons soif d'élaboration commune, d'hypothèses. Notre amitié, quoi. Notre passion du beau. Tout cela, je le vois, je le sens dans mes débats actuels avec mes confrères sur les 70 ans de la décentralisation. Tout cela, je crois, nous distingue. Bon, nous sommes de vaillants travailleurs. Nous sommes aussi une petite clairière. Et nous avons une lumière assez simple, ce qui nous distingue aussi, car nous avançons sans tambour ni trompette. Et la jeunesse vient à nous, et l'estime aussi. C'est un grand privilège, c'est une grande joie de diriger un théâtre, et celui-ci en particulier. C'est difficile aussi parfois, vous savez. Il y a de la solitude, comme pour tout le monde. Il paraît qu'une des tentations les plus répandues aujourd'hui est la tentation du retrait. Tout le monde voudrait avoir une maison de campagne silencieuse où l'on puisse se retirer du monde. Alors moi aussi, j'ai parfois la tentation du retrait. Je l'ai senti quand nous avons appris que nous étions renouvelés à la direction de ce lieu. Nous sommes renouvelés. Et merci. Ce que j'ai senti, c'est que dans cette époque, la condition de l'énergie, pour ceux qui n'ont pas seulement pour carburant les honneurs et le narcissisme débridé, la condition de l'énergie, il faut vraiment la chercher là où elle est, à savoir dans le sort des autres. Or, ce sort des autres, les humiliés et les offensés, ce sort, il semble aujourd'hui en impasse. Et dès lors, il faut, comme le disent les amis de l'école, la patience. Il faut un amour du réel très précis, quotidien, âpre. Il faut une réquisition sans porte-voix extérieure. Non, simplement, il faut vouloir voir, il faut vouloir rencontrer, il faut vouloir connaître les autres. Et les rencontrer au point qu'avec eux se construisent les chemins d'une politique sans mot d'ordre inconséquent ou facile. Bon, ce qui est la condition même de l'art, en termes politiques rases, et quand l'époque est étranglée ou maniériste. Je me demande si nous ne sommes pas entrés dans une époque maniériste. Kant disait le maniérisme, c'est quand on donne le sentiment du nouveau, de la radicalité,
qu'on en imite les effets de surface, mais sans être véritablement original, et donc non plus exemplaire à la fin. Peut-être un pastiche de l'originalité. Mais quoi qu'il en soit, ce pastiche, si ça n'était un, ce pastiche des grandes époques nouvelles, nous allons y vivre dedans. Alors, je voudrais maintenant vous dire ce que nous allons tenter de faire dans cette circonstance. Pour les 70 ans des CDN et de la décentralisation, moi j'ai demandé à mes collègues d'organiser des assises. Il me semblait que nous ne pouvions pas entrer dans cette nouvelle époque sans organiser une grande réunion de la profession qui soit comparable à celle qui avait eu lieu en 68 à Villeurbanne. Il me semble maintenant qu'il faut qu'on s'y mette et il faut qu'on apparaisse fort et organisé et qu'on se donne le temps d'un vrai travail. Ces assises, elles vont être organisées, elles sont en cours d'organisation. Je ne pense pas qu'elles auront lieu ici, malheureusement, parce qu'on va honorer la décentralisation et de la province, si j'emploie le terme ancien. Il semble que la banlieue parisienne soit trop parisienne. Voilà. Je voulais vous lire mon édito, mais bon, peut-être que je vais passer, quoi. Comme ça, vous découvrirez l'édito plus tard. Et je vais entrer peut-être assez directement dans la présentation de ces... Qu'est-ce que tu penses? Comme tu veux, oui. C'est long, le truc. Bon, allez, j'y vais. Je le lis parce que c'est programmatique, en fait. Bon. Ça s'appelle « Pour un nouveau pacte dans la politique publique des arts, de la jeunesse et des territoires ». Bon, je ne dirai pas ici ce que nous faisons, nous, artistes, dans notre art, car toutes nos déclarations à venir trouvent leur sol dans ce cœur du cœur, comme dit Hamlet. Simplement dirais-je que nous tâchons de faire notre part et qu'elle est de l'art et non de la culture. Nous ne fabriquons pas des représentations pour être représentatives, car alors elles seraient identitaires. Nous ne compensons pas l'absence de place, nous défaisons les places, parce que nous croyons à l'altérité. Autre chose est à voir dans ce monde-ci, et en nous-mêmes. Et si nous aidons à le voir, alors nous aiderons le désir. L'œuvre d'art, celle de Cantor, elle nous saute au visage, comme un jeune enfant incompréhensible. Devant elle, nous sommes tous étrangers et donc frères. Voilà pourquoi, si l'hospitalité est pour nous un devoir, elle est hospitalité selon les règles de l'art, elle est une méthode d'altérité. Voilà pourquoi aussi, en tant qu'artistes, nous pouvons aider la politique culturelle. Sans nous, elle réalise son projet, satisfaire, de manière marchande ou utile. Nous ne réalisons pas son projet. Nous le débordons toujours, par excès ou par dénuement. Nous faisons un trou dans son savoir et ses organisations. Et nous devrions l'orienter par notre amour du réel. Il est bon que ces 70 ans nous réveillent. Depuis longtemps, nous nous sommes tus sur notre devoir de proposer par une voie collective plutôt que de gérer isolément. Nous aussi, nous avons aimé être victimes. Alors voici maintenant un début de proposition dans l'ordre, non pas de l'art, mais de la politique culturelle. Le projet de décentralisation culturelle était un projet d'avenir après la guerre. Son maître mot était que la culture devait être le rempart subjectif contre la barbarie, contribuer à l'émancipation, chère aux marxistes, et enfin produire de la citoyenneté, de la politisation collective, active, contribuant à la vitalité du pays. Ce projet a vieilli dans une vision par défaut.
La culture aujourd'hui doit réparer, compenser les maux sociaux ou flatter les goûts, les cultures et les identités. À un projet de construction, c'est substituer un projet défensif de réparation des dégâts de la crise économique et symbolique. Et voilà pourquoi, quand on dit service public, tout le monde bâille ou gémit. Par ailleurs, ce grand schéma en fin de cycle s'appuie sur des dispositifs eux-mêmes exténués et parcellisés. La politique publique dédiée à la jeunesse, aux quartiers, aux zones rurales, au public de l'aide sociale, etc., est un feuilletage de dispositifs cloisonnés, dont tout le monde s'accorde à dire qu'ils sont bien trop parcellaires. Dispositifs que nous utilisons, nous, directeurs d'établissement, qu'en nous plaignant de devoir les contraindre ou de devoir les détourner. S'ensuit une évaluation faussée, des pertes d'énergie considérables, une démoralisation et un ressentiment constant. Rien ne va droit, ni en collaboration réelle avec ce qu'il faudrait. En réponse à cela, on oppose de plus en plus qu'il faut faire alliance avec les énergies du privé. Sur ce point de rénégation, qui prend aujourd'hui des relents révisionnistes, je vous renvoie à la déclaration d'un ancien directeur de CDN, au Molière, affirmant que le théâtre public était né du privé. Il nous faudra revenir, car là s'annonce une bataille, comme je vous le disais. On oppose aussi souvent l'idée que la culture et l'éducation nationale devraient se conjoindre. Or, tous les professionnels le savent, cela n'a jamais produit, puisque les moyens font toujours défaut, que des rencontres frustrantes. Peau de terre contre peau de fer, qui frustrent tout le monde. De même, la culture et les politiques de la jeunesse ne se rencontrent quasiment plus. La culture et la politique de la ville sont des mondes qui s'utilisent dans la mélancolie des raccords pauvres. Dans tout cela, là où le pays a besoin d'une politique et de pratiques qui redonnent goût et confiance dans le désir, car au fond il s'agit de cela, retrouver la méthode qui donne accès au désir, la seule vitalité attestée est celle de pratiques mercantiles ou médiatiques. Or, la subjectivité dominante est dépressive et le marché, comme la notoriété, dans le domaine de la création, contribue à ce dégoût de soi-même, même s'ils attirent. À cela s'ajoute désormais que les classes laborieuses, qui paient leurs impôts et leurs cotisations, ont aussi la conviction, dans l'angoisse de leur déclassement, que la culture ne contribue plus à doter leurs enfants des éléments de l'ascension sociale. On nous traite d'élitistes parce que nous travaillons trop pour la soi-disant élite, mais aussi, dans un mouvement contradictoire, on nous reproche de ne nous intéresser qu'au public assisté, au détriment des catégories sociales qui contribuent à l'impôt. D'où le retour de slogans poujadistes ou identitaires. Une culture qui soit au moins à nous, quel que soit le nous. Fort de ces constats, nous pensons que le moment est venu de prononcer qu'il faut entrer dans une nouvelle séquence historique des politiques publiques en matière de culture. Qu'il faut proposer au pays un nouveau pacte culturel qui redonne le sentiment que donnaient dans les années 60 les grands établissements de Malraux, les MJC où la jeunesse s'amusait, s'instruisait, se politisait, se donnait la méthode pour libérer sa créativité. Et aussi, il faut rappeler que ces politiques donnaient à l'État le reflet positif de sa propre modernité, de sa propre confiance dans la jeunesse et de ce qui allait venir. Ce bénéfice symbolique, l'État ne le retire plus de son investissement. Depuis Malraux, Lang, qui surent admirablement mettre en scène la célébration de la modernité d'une société nouvelle, l'État n'a plus jamais retrouvé la gratification de ses efforts. Or, son soutien à la culture n'a pas, pendant longtemps, diminué. Dès lors, il faut sauter, il faut affirmer un pacte. Ce pacte, je parle ici en mon nom, il me semble devoir passer par des lieux de type nouveau.
sous la juridiction des artistes et des intellectuels de ce temps, qui en seront les orientateurs et les animateurs. Les premiers CDN, les MJC, avaient été ces lieux dont il faut mesurer la puissance d'apparition et de reconfiguration. Il me semble donc, et ces lieux seraient par la suite la manifestation de ces nouveaux branchements, devoir passer par la reconfiguration de ce que serait le périmètre et la fonction d'un ministère dédié à cette question. Moi, j'ai travaillé 2 ans auprès de notre syndicat. Je voulais apprendre et comprendre. Dans nos réflexions, nous était venue cette idée. Nous avions pensé que le ministère de la Culture, avec un certain humour un peu idiot, de connivence, nous devrions le nommer le ministère de la capacitation. Car ni l'émancipation ni l'éducation populaire ne nous semblent plus être les mots de ce temps. Mais reste l'ambition, la seule qui soit fabrique humaine. Capacité, c'est décréter qu'il faut une politique publique qui donne les outils de la construction de soi, de l'exploitation de sa propre créativité, et qui le fasse aussi dans un mouvement où ce qui se capacite, c'est le sentiment de contribuer activement au destin collectif. Pas seulement donc ici l'entrepreneuriat individuel, mais véritablement ce que demandent les jeunes et les gens de ce pays. Avoir le sentiment qu'on construit un avenir collectif, qu'on y est utile et nécessaire, qu'on y a sa place et son mérite. Voilà pourquoi une politique des arts à l'anglo-saxonne, avec des agences où le domaine privé, marchand est l'opérateur de dynamisme et où la part des politiques des arts subventionnés est le lieu de prestige et de l'assistance sociale, nous semble un schéma erroné. Certes, cela libère des articulations calcifiées, mais cela a beaucoup de désavantages. De renforcer une subjectivité soupçonneuse vis-à-vis de la puissance publique, de perdre ce qui fait la littéralité de l'ambition d'une politique culturelle, libérer une créativité prise dans le sentiment d'une utilité collective, ce que les jeunes cherchent, la réussite et la justice. Dès lors, notre suggestion est que le ministère, aujourd'hui, devrait obtenir de travailler étroitement avec 3 champs aujourd'hui distincts. Le champ des politiques de la jeunesse, le champ qui est le sien, des politiques en faveur des arts et des arts appliqués, et le champ de ce que nous nommons la territorialisation, politique de la ville, territoires ruraux, etc. Une sorte de pacte nouveau, pacte de la capacitation, qui contiendrait des aspects majeurs de la politique de la jeunesse, de celle des arts et de celle des territoires. Les ponts, les synergies et la réduction des cloisons devant passer, en notre sens, par une remise à plat des dispositifs et l'invention en commun de nouvelles opérations, nouveaux financements, nouvelles méthodes de travail entre les opérateurs, mais surtout par des lieux concrets, inédits, des prototypes. C'est un autre pari que celui régulièrement tenté et toujours sans succès, ou avec des succès relatifs, le vœu pieux d'une alliance avec l'éducation nationale. L'apparition de lieux nouveaux, fût-ce dans des murs anciens, donnerait à ce pari toute sa vitalité et son invention. Je donne donc un exemple de ce type de lieu, un lieu bien connu de moi et de tous, le Théâtre de la Commune. Notre CDN, par le travail de son équipe, s'est engagé dans une idée dont il porte pas à pas toutes les coordonnées déjà actives. Nous sommes déjà un prototype. Notre rêve, c'est le projet d'un nouveau théâtre à construire, une idée. Elle prévoit de brancher à notre théâtre un centre d'hébergement pour demandeurs d'asile, pour étrangers, une résidence pour jeunes artistes et notre école pour les étrangers et les jeunes des quartiers. Ce projet où habitat, fonction culturelle, fonction éducative se mélangent avec en son sein le plus beau théâtre du monde, ouvert, dépouillé, hospitalier. Ce projet est une centrifugeuse qui enthousiasme tout le monde et qui fait un effet prototype pour tous les champs concernés. Il crée des nouveaux usages, de nouveaux communs, il relance chaque chose
art, architecture, accueil des étrangers, formation des jeunes, idée du travail, de l'art, de la connaissance et de la vie. Un dernier scrupule, ce qui est un appel au fond, ces lieux nouveaux, ils doivent être sous juridiction des artistes. Je le dis avec un accent un peu polémique, un accent qui veut obliger les artistes aussi. Car sans juridiction artistique, nous redonnerions à ces lieux le goût ancien, voire méprisé ou disqualifié des lieux sociaux. Ou bien nous persévérerons dans le schéma des lieux soumis à des critères quantitatifs ou d'affichage inférieurs à l'ambition, qui est celle d'un soulèvement de chacun et d'une joie politique. Les lieux sociaux ne sont vécus que comme des lieux où l'on console l'échec. Les lieux, sous juridiction de gestionnaires, sont des lieux souvent actifs en surface, mais sans profondeur ni insistance. Les artistes, quand ils sont artistes, sont porteurs de formes et de recomposition, de méthodes concrètes pour rendre l'impossible possible, de soucis très grands de ce qui est juste, ce qui les rend souvent plus efficaces, car, comme le dit Jacques Ralite, ce sont de vrais chercheurs. C'est un programme, en vérité, un pacte pour lequel, historiquement, il faut sauter. Voilà. Sans transition, juste vous avez remarqué que vous n'avez pas de brochure cette année, mais un carton qui récapitule les spectacles de la saison à venir. Rassurez-vous, la brochure arrivera, mais cette année on a décidé de l'imprimer, enfin de la sortir à la rentrée. Donc on va vous présenter les spectacles qu'il y a dans cette brochure, mais aussi d'autres manifestations que vous retrouverez en détail dans la brochure. Avant de laisser présenter les spectacles par Marie-Josée, juste vous dire que donc il y a 18 spectacles cette année, et sur les 18, il y a la moitié, donc 9 spectacles qui ont été produits et coproduits par la commune. Voilà, c'est tout. Alors, donc vous pourrez suivre, je pense, à partir du... Donc je vais essayer d'être à partir de la petite... du pré-programme, du carton, pardon, qu'on a distribué. Et donc je vais essayer quand même de faire ça de manière allante, pour ne pas vous obliger à mourir de chaleur moite. La saison commence, comme d'habitude, par un spectacle de Jérôme Bel, programmé au sein du Festival d'automne. Cette année, le Festival d'automne a décidé de consacrer un portrait à Jérôme Bel. Donc, beaucoup de spectacles, enfin, tous les spectacles de Jérôme Bel, en fait, de son répertoire, seront joués dans divers lieux de la région parisienne. Et nous en accueillerons 2. Le premier, d'Isabelle Theater, est un spectacle déjà créé, qui avait été créé à Avignon, qui est un spectacle extraordinairement drôle et bénéfique, et qui met en scène, comme le dit le titre, des performeurs, des danseurs, enfin des gens qui sont handicapés. Et maintenant que vous connaissez bien Jérôme, vous pouvez vous douter que le handicap est ici mis en œuvre comme ressource pour repenser entièrement la danse et la rendre, comment dire ça, la rendre pour tous, nous inviter à croire que réellement la danse n'est pas affaire de maîtrise réservée à quelques-uns, mais un lieu de joie et d'expression qui est pour nous tous. Je vous invite vraiment à venir voir ce spectacle extraordinaire, qui est évidemment sur une ligne comme ça de crête passionnante, parce que tous les écueils du voyeurisme, de ce que pourrait comporter la présentation comme ça de performeurs handicapés sont absolument traversés et soulevés dans une grande déclaration de l'infini et de la joie pour tous. Ensuite, vient dans la saison une mise en scène de Mathias Langhoff, enfin, que nous avons réussi à capturer
alors qu'il nous avait échappé lors de notre première saison. Cette mise en scène est une mise en scène de la pièce très importante de Heiner Müller, La Mission, que Matthias Langhoff avait déjà mise en scène par 2 fois, je crois, et dont il fait, si vous voulez, une pièce qui pour lui est une sorte de balise historique, qu'il réveille comme ça à chaque fois qu'il lui semble qu'une intersection dans l'époque est à l'œuvre. Alors l'opération ici, qui est très belle et aussi très risquée, c'est que La Mission, qui est donc une pièce sur la Révolution française, qui raconte la mission d'émissaires français envoyés par le gouvernement révolutionnaire post-révolutionnaire, pour répandre les idées d'abolition de l'esclavage en Jamaïque, cette mission est interrompue parce que la Révolution française en France s'est arrêtée. Cette pièce, donc, qui va parler de cette circonstance tragique, en fait, de l'arrêt d'un programme universel, Matthias Langhoff a décidé de la mettre en scène avec des étudiants de théâtre de Bolivie, des jeunes qui apprennent le théâtre dans un quartier totalement déshérité de La Paz, c'est ça ? La Paz. Donc ce sont des apprentis acteurs dans un endroit où le théâtre n'a aucune raison d'exister, n'a quasiment aucun moyen pour être. Et donc Matthias est allé là-bas, en Bolivie, et il les a fait travailler sur la pièce. Assumant aussi le fait que son travail était de les mettre en scène, mais aussi de leur donner les ressources ensuite de se priver de lui, de se passer de lui. Comme tout grand maître, vient le moment où le maître prononce qu'il est inutile et que maintenant le désir doit aller sans lui. Donc ce que nous verrons, c'est ce que les jeunes de Bolivie auront su faire sous aiguillon de Langhoff et comment ensuite ils auront complété ou porté par eux-mêmes l'enseignement de Matthias. Voilà. Ensuite vient une pièce d'actualité donc, qui continue ce programme que nous avons mis en place à notre arrivée, la pièce d'actualité numéro 9, qui sera mise en scène par Julie Bérez et qui donc est une enquête auprès des jeunes filles et des jeunes femmes du 93 pour savoir à quoi elles croient encore, de quoi sont faits leurs rêves, leurs désirs et leur investissement symbolique. C'est donc une enquête sur les conditions et les coordonnées de la confiance, ou pas, pour les jeunes femmes de notre département, enfin, du lieu où nous vivons. Ensuite, moi je mettrai en scène Don Juan de Molière. Molière, carrément. Voilà. C'est pour ça que de temps en temps il faut le mettre en scène, parce que tout le monde connaît et aime Molière. J'ai décidé de faire ce pari pour moi-même, d'aller voir du côté du grand Molière, en fait, du Molière que nous aimons tous, qui est, comment dire, l'ami des gens de théâtre, l'aide que nous avons besoin parfois de solliciter. Et je voulais mettre en scène Don Juan parce que c'est une pièce extraordinairement audacieuse, énigmatique, qui sans doute pose la question, est en combat comme ça, on travaille avec la question de l'idéologie, qui sonde toutes les constructions qui nous fondent, qui sondent aussi le fait que ces constructions sont à la fois sont factices et qui essaient de nous ramener au moment où naît le désir et l'événement des rencontres. Et donc c'est une pièce que je crois absolument passionnante et extraordinairement sans doute périlleuse, parce que il y a là un mystère qu'on peut rater. Et puis après tout, on a vu tant de Don Juan. Mais j'espère que si
nous sommes bons travailleurs, nous arriverons à montrer que cette pièce comporte un élément libérateur encore puissamment actif. Ensuite vient, je vais très vite, hein, c'est bien. Ensuite vient le deuxième spectacle de Jérôme Bel, qui est une création. Donc l'amitié que nous fait Jérôme, c'est que donc dans ce festival d'automne qui lui est consacré, et qui est un festival récapitulatif pour lui des œuvres qu'il a faites jusqu'alors, Jérôme nous fait l'amitié de venir faire une création ici, sa création. Et cette création s'intitule « Un spectacle en moins », selon l'idée première que des spectacles, il y en a beaucoup, peut-être un peu trop, et que peut-être c'est pas mal d'aller voir ce que ce serait que de retirer du spectacle au spectacle. Donc, comme toujours, dans une espèce comme ça d'opération à la fois humoristique et très précise sur la question de qu'est-ce que c'est qu'un spectacle, qu'est-ce que c'est que la représentation, Jérôme vient encore une fois voir comment la réduction plutôt que l'accumulation, comment la dépossession plutôt que la possession sont les ressources sur lesquelles nous devons nous appuyer, nous, artistes et aussi habitants politiques de ce monde. Vient ensuite un grand texte qui est rarement monté, qui est un texte génial de Schiller, Don Carlos, mis en scène par Catherine Umdenstock. Don Carlos, c'est vraiment un texte absolument fondamental. C'est peu monté en France parce que ce sont des grandes machines dramatiques du romantisme allemand. Vous savez, c'est ce texte qui a donné lieu au livret de l'opéra de Verdi, Don Carlos, qui raconte cet épisode comme ça de l'Espagne et des Pays-Bas, enfin, le roi Philippe d'Espagne, le roi Philippe II, qui décide d'épouser une jeune femme qui était promise à son fils étant Don Carlos. Et la pièce raconte en fait comment des jeunes gens, Don Carlos et le marquis de Posa, au sein d'une société réactionnaire, dirigée par l'Inquisition et le pouvoir militaire, comment des jeunes gens commencent à être animés par les idéaux pré-révolutionnaires, ceux qui verront le jour en 1789, les idéaux d'émancipation des peuples, printemps des peuples, d'universalisme, etc. Alors je ne vais pas vous résumer l'intrigue parce qu'elle est justement extraordinairement compliquée. C'est comme une intrigue policière. C'est extraordinairement généreux, ardent, l'amour, la politique, la religion, la philosophie, tout ça est là et va être donc mise en scène par la jeune équipe que nous connaissons, franco-allemande, que porte Catherine Umdenstock. Ensuite vient encore un monument, La princesse de Clèves, de Madame de Lafayette, que Magali Montoya et son équipe de femmes artistes ont décidé de nous donner intégralement. Donc c'est un spectacle magnifique qui est comme une veillée dans laquelle nous entendons tout le texte de La princesse de Clèves. Moi, c'est un texte que personnellement j'adore. C'est un texte qui, dans une société où règne le soupçon, où la question, où domine l'angoisse de savoir s'il y a possibilité d'actes purs et d'amour véridique, c'est un texte qui prononce qu'il y a des amours véridiques. Ces amours véridiques sont soumis aux conditions historiques du monde. C'est une très belle idée, ça, que les amours que nous pouvons vivre sont soumis à l'histoire et qu'il y a des périodes où on peut aimer pleinement parce que le pays est si beau et l'idée collective est si grande que l'amour peut fleurir.
Et il y a des périodes où l'amour est menacé. L'amour est difficile à installer dans sa vie parce que les coordonnées du pays sont mauvaises. Dans La Princesse de Clèves, les coordonnées du pays sont mauvaises. Et Madame de Lafayette invente donc une opération sublime qui consiste à préserver l'amour extraordinaire qu'elle a pour le prince de Nemours, le préserver en le retirant de ce monde pour lui en garder la pureté. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. C'est à la fois extraordinairement lucide sur la difficulté qu'il y a à vivre en temps historique mauvais, et en même temps ça dit que même en temps historique mauvais, il y a des recueils d'absolu, et dont nous sommes porteurs. Donc c'est très bien que nous puissions entendre ce texte ici. Ensuite viendra une création d'Olivier Coulon-Jablonka, qui avait signé ici la pièce d'actualité 81 avenue Victor Hugo. Olivier qui désormais sera artiste associé dans notre théâtre. Ce spectacle s'appelle From the Ground to the Cloud. Et en fait, ça parle des data centers. Donc, c'est une idée assez comme ça, frappante, que ces endroits, vous savez, qui sont les grands lieux de stockage des données numériques, qui nous semblent très abstraits, quoi, cette espèce d'architecture comme ça, numérique, qui produit le virtuel de nos vies. L'idée frappante, c'est que malgré tout, cette virtualité de nos vies, cette immatérialité des communications nouvelles, s'appuie quand même sur une matérialité certaine. Il faut des endroits où stocker ces grands machins. Il faut des endroits où de la machine produit le virtuel, en fait. Et donc, Olivier s'est rendu compte, en enquêtant ici, qu'il y avait beaucoup de data centers, à La Courneuve notamment, et chez nous. Et donc, il va, comme ça, il propose de faire une pièce, comme ça, d'un matérialisme certain, où finalement, la virtualité est comme ça confrontée aux conséquences pratiques, réelles, qu'elle suscite, enfin qu'elle génère. Voilà. Je pense dans le spectacle qui méditera sur le fait que le virtuel n'est pas totalement magique, mais a un poids de concret sur lequel nous pouvons agir. Ensuite, pièce d'actualité numéro 10, les Chinois à Aubervilliers. Il fallait bien qu'on le fasse, puisque c'est en effet une population très très importante à Aubervilliers, population qui intrigue, pour laquelle tout le monde, je crois, avec laquelle tout le monde tente d'établir des rapprochements. Ces rapprochements sont difficiles. C'est une population comme ça très, très cohérente et très, très homogène. Et la pièce d'actualité va essayer donc d'être un premier outil que se donne le théâtre pour prononcer l'amitié, la rencontre avec nos amis chinois qui habitent ici. La rencontre, donc, lever les stéréotypes, lever les cloisons et essayer de voir à quelles conditions tâtonnantes, respectueuses, amicales, nous pouvons commencer vraiment à parler sérieusement ensemble de ce que nous sommes. C'est d'autant plus nécessaire que l'été dernier, vous le savez, la communauté chinoise ici a subi des offenses très, très violentes. Donc, je ne crois pas que la pièce parlera de ça. Elle ne peut pas. Je crois que les amis chinois ne veulent pas en parler. Mais il nous fallait à tout le moins dire que nous souhaitons la rencontre. Ensuite,
Le metteur en scène de la pièce d'actualité, c'est Franck Dimec, un metteur en scène qui travaille, dont la compagnie est installée à Marseille. Ensuite viennent 2 spectacles de Marion Sifffer, à qui aussi nous avons proposé une association, désormais dans notre théâtre. Le premier spectacle s'appelle « 2 ou 3 choses que je sais de vous ». C'est un spectacle qui est entre le spectacle et la performance ou l'expérience, et qui s'appuie sur nos Facebook. Les Facebook des gens qui seront dans la salle, et qui essaient de voir si, évidemment c'est pas du tout intrusif, hein, c'est pas du tout, qui essaient de voir si donc cette espèce de déclaration comme ça que font les gens sur eux-mêmes à travers Facebook peut donner lieu à une sorte de nouveaux rituels ou de nouvelles manières de se tenir ensemble dans une salle de théâtre. Donc c'est une enquête comme ça, très douce, rigoureuse, qui fait le pari comme ça de la curiosité, de la nouveauté sur, après tout, ces choses qui ont changé dans notre vie et qui peut-être peuvent être aussi les éléments de nouvelles alliances ou de nouvelles modalités de rencontre. Puis, Marion présentera un autre spectacle qui s'appelle Le Grand Sommeil et qui est un très beau, qui est aussi une sorte de performance tenue par une actrice remarquable, qui est un spectacle qui a été inspiré comme ça d'un processus de travail où au tout départ, une jeune comédienne, danseuse, devait travailler avec une jeune enfant de 10 ans. C'était la rencontre entre une jeune adulte et une jeune enfant. Une rencontre assez peu habituelle parce qu'aucun lien de famille ne liait ces 2 personnes. C'était 2 étrangères, mais dont l'une était une enfant. Puis le spectacle tel qu'il se déroulait comme dialogue entre une jeune femme et une jeune enfant n'a pas pu avoir lieu parce que finalement il s'est avéré très difficile de pouvoir faire travailler une enfant sur le plateau. À cause des... L'enfant travaille très bien, je crois que c'était magnifique, mais à cause des réglementations sécuritaires, etc. Donc le spectacle finalement est le spectacle où l'on voit la jeune comédienne, du coup, incorporer, devenir l'enfant et rendre compte de ce que cette rencontre avec l'enfant a transformé, a fait d'elle, comment, par la rencontre avec une enfant, elle est devenue un autre sujet. C'est très beau. Et ce qu'on voit, c'est réellement l'intensité de vie et d'intelligence de l'enfance, une radiance comme ça, enfantine, très, très saisissante et qui inspire un immense respect pour l'enfance. Ensuite, moi, je vais continuer à enfoncer le clou de Pirandello en montant Vêtir ceux qui sont nus. Et en un sens, vous voyez arriver une sorte de proposition sournoise qui serait de monter un Pirandello par an, histoire que ce soit bien clair que c'est un très très grand auteur. Donc, Vêtir ceux qui sont nus, c'est une pièce absolument géniale qui met en scène un personnage extraordinaire, Ercilia Drei, qui est le personnage de l'exclu, la jeune femme qui vit dans la rue et que tout le monde essaie de prendre en charge, mais dont on s'aperçoit que finalement, ce qu'elle a à nous dire n'intéresse personne, en fait. La charge de réel de sa souffrance, la réalité, n'est entendue par personne. Tout le monde vient parasiter ce réel de ses propres fantasmes, de ses propres utilités. Donc c'est la grande pièce de Pirandello sur les exclus. Et c'est une méditation aussi sur ce que le théâtre peut faire pour rendre compte du réel des exclus.
Ensuite vient la pièce d'actualité numéro 11, qui sera une comédie musicale, mise en scène par Monika Ginsterdorfer, qui a mis en scène cette année chez nous la Jet Set et Étirée Identité. On se réjouit beaucoup de cette pièce d'actualité, qui est donc un programme complètement déjanté, faire une comédie musicale politique à partir de cette danse urbaine qui est le coupé-décalé, donc que vous avez découverte l'année dernière par la Jet Set, et qui continue cette grande déclaration sur le fait qu'il y a une créativité populaire extraordinaire, une manière d'être à la pointe de sa propre conscience, de sa propre dignité, de sa propre vitalité, qui est portée par les gens qui vivent dans les quartiers, qui investissent comme ça la danse, l'art, pour non plus être prisonniers des assignations victimaires, mais pour dire, mais nous avons la conscience, nous avons l'humour, nous avons 1000 fois plus de joie de vivre que vous. Et donc cette pièce sera faite avec les jeunes de nos quartiers. Ensuite vient un spectacle qui s'appelle Artaud, mis en scène par Sergio Boris. Sergio Boris était donc le metteur en scène argentin qui, il y a 3 ans, avait mis en scène Viejo Solo y Puto. Donc c'est la même troupe, enfin c'est la troupe argentine qu'on a tant aimée, qui revient ici et qui vient présenter un spectacle dont il nous dit qu'il a été inspiré par deux points. Les déclarations d'Artaud, les lettres d'Artaud quand il était à Rodez, et qui faisait de sa folie non pas une incapacitation ou un point de faiblesse, mais un programme pour une nouvelle vie, une autre manière de vivre, qui disait que c'était une altérité bonne pour tous. Et le deuxième point, c'est celle en fait d'épisodes policiers et de vidage comme ça de lieux populaires par la police à Buenos Aires. La pièce nous présente donc une communauté de gens, fous, médecins, gens en déliaison sociale, enfin complètement à côté du monde. Et vous le savez, chez Sergio Boris, c'est dans ces groupes humains les plus offensés, en effet, les plus minoritaires, que s'atteste la possibilité de la grâce. C'est dans les existences les plus petites que réapparaît ce que c'est que véritablement être à hauteur de l'infini, avoir des aspirations très hautes pour sa vie et des phénomènes en effet de grâce à travers l'abjection en fait. Donc ce sont des comédiens extraordinaires. Si vous les aviez vus dans Viejo Solo y Puto, vous vous souvenez, ce sont des acteurs extraordinaires, grand art naturaliste, qui sont capables de tout jouer et en même temps avec une espèce de capacité d'authenticité, de vérité qui est une leçon qui est bouleversante. Ensuite vient un spectacle d'Ahmed Madani que nous présentons, et nous en sommes très heureux, en collaboration avec la ville d'Aubervilliers. C'est le spectacle qui s'appelle Flamme, et qui est le deuxième volet d'un diptyque qu'Ahmed Madani a fait. Le premier volet s'appelait Illumination, et était consacré à des jeunes hommes issus des quartiers, et qui, eux aussi, venaient déclarer quelles étaient leurs aspirations, leur vision de la vie, alors que c'était des jeunes gens qui manifestement, enfin qui le disaient, avaient des parcours extraordinairement heurtés, parcours de délinquants, parcours de personnes vraiment en déliaison maximale. Et le spectacle était extraordinaire puisqu'on voyait une fois de plus la vitalité, l'intelligence, la maturité, la gravité et la délicatesse extrême de ces jeunes gens. Et ici,
Ahmed propose donc le volet en regard du premier avec des jeunes femmes, flammes. C'est 10 jeunes femmes qui sont aussi les fleurs de nos quartiers et qui viennent aussi faire une démonstration comme ça de leurs aspirations et dessiner donc une idée de la vie, des désirs qui sont bons pour tous en fait, qui sont une très haute idée de ce que devrait être la vie ensemble. Ensuite, viennent 3 spectacles jeunes publics. Enfin, ensuite, je les mets ensemble alors qu'ils sont comme ça, ils perlent la saison. Le premier spectacle est un spectacle qui s'appelle Balthazar, mis en scène par Nicolas Lyotard. Peut-être que vous connaissez le film de Bresson, Balthazar, qui est l'histoire d'un âne confronté aux tribulations humaines. Ici, Balthazar, c'est l'histoire d'un âne qu'on traite tellement bien qu'il se met à parler, et d'un petit garçon à qui on ne cesse pas de dire qu'il est un âne, et qui cesse donc de parler. Et c'est tout à fait formidable, tout à fait formidable. Ensuite, le spectacle jeune public Hansel et Gretel, ces spectacles qui sont spectacles jeunes publics qui sont très inventifs, qui sont des spectacles de haute carburation théâtrale et qui sont à chaque fois comme des trouvailles pour l'art théâtral merveilleuses en fait, avec évidemment cette grâce, comme ça, cette légèreté des spectacles faits en pensant aux enfants, donc à ce qu'il y a de meilleur en nous. Hein. Le deuxième spectacle, c'est Hansel et Gretel, qui inverse en quelque sorte le conte et qui raconte l'histoire d'un couple de jeunes gens qui voudraient bien se débarrasser des vieux parents dont on ne sait pas quoi faire. Et donc, on va essayer de les perdre en route parce que, bon, on ne sait pas où les mettre, on n'a pas assez d'argent pour les mettre à la maison de retraite, etc. Donc, voilà, comment les personnes âgées ou comment s'en débarrasser. C'est mis en scène par la Cordonnerie, qui est une référence en spectacle jeune public, parce c'est une compagnie qui a des procédés artistiques où elle utilise en fait les techniques du cinéma, du bruitage. Enfin, c'est assez impressionnant comme art, comme artisanat, au sens noble. Et puis, nous sommes très heureux aussi d'accueillir le spectacle jeune public fait par Fia Ménard, qui est une très très grande artiste. Très très grande artiste, on dit communément de cirque, et qui vient présenter un spectacle qui s'appelle L'après-midi d'un fun, et qui est en fait une méditation sur l'air, le vent, la légèreté, l'absence de gravitation, le mouvement. Ce qui est génial, c'est que c'est des spectacles qui ont toujours une dimension strictement miraculeuse, magique, alors que les procédés, et on les voit, sont des procédés de strict bricolage en fait. Comment on appelle ça? Ventilateur, voilà, bout de papier, sac en plastique. Ça part d'un artisanat visible et très prosaïque, et à partir de cette espèce de trivialité, pauvreté, se construit un monde qui est d'une richesse sensible hors du commun, en fait, et qui nous rend émerveillés. Donc c'est aussi une méditation sur les conditions du merveilleux comme exercice praticable par tous. C'est pas mal. Ensuite, nous allons inaugurer quelque chose qui est ce qu'on appelait sortie studio. Pendant 3 ans, vous le savez, nous avons hébergé dans notre salle de répétition des 4 chemins, nous avons hébergé une fabrique de compagnies, des compagnies. Et de ces compagnies qui ont mené un travail discret à leur manière et à leurs mains, commencent à sortir des spectacles.
Et il y avait donc là un groupe, une compagnie qui s'appelle le Stuck Théâtre, dirigée par Maxime Chazalet, pour laquelle j'ai une affection très particulière parce que ce sont des jeunes gens que Frédéric et moi avons connus à Montpellier, qui ont été nos étudiants. Et voilà, je les aime. Ce sont mes jeunes amis et ils ont été aussi d'une grande aide ici. Ils ont été comme les soutiers jeunes qui croyaient en nous, qui nous ont suivis à Aubervilliers, qui ont été là, qui ont porté l'école, qui ont porté beaucoup d'actes de notre entreprise ici. Et ils ont créé le Misanthrope de Molière. Et nous voulons le présenter comme il a été créé, comme ça, dans la délicatesse d'un travail de studio, de jeunes gens qui cherchent les coordonnées d'un art doux, pas brutal, et qui se servent du misanthrope pour, évidemment, réfléchir aux conditions de la sincérité, de la possibilité d'une parole transparente, ouverte, d'une parole selon le cœur dans ce monde. C'est un spectacle très dont le lien et l'amitié et la délicatesse des relations entre les gens. C'est un spectacle qui sauve tout le monde aussi, dans la pièce de Molière. C'est le pari merveilleux d'être en capacité de entendre les raisons de chacun, sans scepticisme, mais comme condition d'une nouvelle possibilité politique. Il faut entendre les raisons de chacun pour inventer quelque chose qui n'est pas là. Et donc nous le présenterons comme ça, dans ce que nous avons décidé d'appeler les sorties studio, à savoir des spectacles présentés dans les conditions de délicatesse qu'ils demandent, avec la possibilité ensuite de discuter avec les artistes, etc. Enfin, une manifestation très importante qui aura lieu en mai et qui est notre manière à nous de réfléchir à mai 68. Manifestation qui s'appelle Hétérophonie 68, qui se déroulera pendant une semaine symétrique à la semaine du mai 68, et semaines pendant lesquelles nous allons essayer de comprendre quelles ont été les inventions de 68, inventions pour la politique, qu'est-ce qui s'est inventé dans la politique à ce moment-là, et inventions pour les arts. Donc il y aura une réflexion sur les inventions dans la musique, dans le théâtre, dans les arts plastiques et dans la politique. Ça va être une semaine aussi que nous avons voulu, et dans la poésie, pardon, et dans le cinéma, n'importe quoi, pardon, très important. Et c'est une semaine que nous avons voulu aussi proposer comme une université. Il y aura donc dans la journée des propositions de travail. Le matin, une université avec des leçons sur les mathématiques et la philosophie. Excuse-moi, je suis complètement... et sur... excuse-moi, François. La poésie, pardon. Voilà. Donc, des leçons. L'après-midi, des groupes, des ateliers de cinéma en particulier. Donc, réellement, un moment de travail, de partage des questions. Et évidemment, si nous nous posons la question de savoir quelles ont été les inventions de 68, c'est pour continuer à se demander ce que 68 nous a adressé comme question et que nous devons continuer à travailler, à découdre, à résoudre.
Donc ce n'est pas du tout une manifestation fétichiste, hein, ce n'est pas le 68 je ne sais pas quoi, de la publicité, c'est vraiment 68 comme séquence historique d'invention qui vaut encore pour nous, dans les arts, la politique et la philosophie. Voilà. Je crois que j'ai fini. Je ne vais pas être long en fait. Juste 2 ou 3 choses concernant les rencontres, débats et autres manifestations avec le public. Vous savez qu'on aime ça ici. Cette année, la saison qui vient de se terminer, on a inauguré des rencontres après spectacle. Ça nous avait été réclamé. Et la formule qu'on va poursuivre, car elle a rencontré du succès, je dirais, à la fois les équipes artistiques et le public les a appréciés. Donc ce qu'on a appelé les bords plateaux. Donc c'est des rencontres avec les équipes à l'issue d'une représentation et elles sont animées par des étudiants, un groupe d'étudiants et ça s'inscrit dans un partenariat qu'on a avec 3 enseignants avec qui on travaille plutôt bien, Isabelle Barberis, Martial Poisson et Christophe Trio, de 3 universités différentes. Donc on va poursuivre ça. Mais cette année, on voulait aussi inaugurer une nouvelle forme de rencontre. On voulait essayer de trouver quelque chose comme ça qui nous sorte un petit peu des fois des réactions un peu molles et impressionnistes d'après-spectacle. Et donc on a proposé à Florian Guettet, qui est critique d'art et philosophe, d'imaginer des rencontres. Il est novice en théâtre en fait, mais justement ça l'intéressait d'essayer d'imaginer quelque chose. Donc ce qu'il nous propose, c'est donc des rencontres qui vont se dérouler en 2 temps, avant et juste après le spectacle. Donc avant, il s'agit 15-20 minutes avant le spectacle. Donc soit dans la salle quand c'est possible, mais vous savez que des fois c'est pas possible parce que les acteurs sont déjà sur le plateau. Donc dans ce cas-là, il va falloir qu'on trouve une autre salle, ou même ça peut être dans le square, Stalingrad, même sous la pluie, on verra, ou dans le hall. Donc là, ce premier temps, ce ne sera pas participatif. Les spectateurs vont plutôt entendre un texte, un énoncé qui va les questionner sur les attentes, sur les projections qu'on peut avoir du spectacle. Donc à chaque fois, ce sera un texte différent, mais voilà, ce sera un seul texte que les spectateurs vont entendre. Ensuite, donc, évidemment, il y a le spectacle, et à l'issue du spectacle, un autre temps où là, donc, ce sera une tentative d'essayer de penser collectivement ce qu'on a vu. Sa question à lui, ce n'est pas tellement le jugement par rapport à l'œuvre, mais plutôt réellement la fonction du spectateur, la fonction du public, son rôle. Voilà. Donc c'est vraiment les conditions de réception qui l'intéressent. Donc ce sera un débat qui sera animé par Florian Guettet, mais qui sera dans la salle, il n'y aura pas de rapport frontal. Il invitera à chaque fois un spécialiste, un intellectuel, je dirais, hors du champ du théâtre, à être aussi spectateur parmi tout le monde et à partir duquel la discussion va s'engager. Donc il y en aura un certain nombre et on a, enfin pour tous les spectacles à longue série on va dire, et on a décidé de faire ça les samedis, parce que les samedis vous savez qu'ici c'est à 18h le spectacle, donc c'est quand même plus facile pour venir un petit peu avant, et puis surtout pour rester après. Et donc y compris à l'issue de la rencontre. Ah oui, j'ai oublié de dire qu'en fait, ces rencontres, il n'y aura ni l'équipe artistique, ni l'équipe de la commune. Donc, c'est vraiment pour que la parole soit libre. Donc, on sera ailleurs. Et donc, il y a des afters aussi après. Donc, comme c'est le samedi, on s'est dit que c'était bien qu'on fasse des afters. Donc, les afters, c'est quoi? On peut rester, vous savez, au restaurant du théâtre, où c'est très bon. Et puis, même après... il y a un dance floor à la commune qui est assez connu maintenant, vous allez le découvrir tout à l'heure, avec Boule à facettes. Et donc à chaque fois, on va inviter un DJ pour chaque occasion. On va essayer de faire une programmation comme ça
pour pouvoir danser ensuite. Sur un autre style, mais tout aussi marrant, le séminaire de Eddy. Donc, c'est un séminaire de dramaturgie qu'on a confié à Eddy Darangeau. Alors, Eddy Darangeau, c'est un jeune artiste qui est maintenant à l'école du TNS en section dramaturgie et mise en scène, et qu'on a rencontré quand il était élève à Normal Sup. Il est venu faire un stage ici, et il se trouvait que c'était vraiment les premiers mois où on est arrivé. Donc il nous a suivis dans toute la mise en œuvre du projet, et on garde un très bon souvenir de ce moment. Et il nous a même accompagnés après sur ce qu'on a appelé les brigades, et qui a donné lieu à l'école. Et du coup, on est resté évidemment en lien avec Eddy, et c'est donc un metteur en scène, penseur, et ça l'a intéressé. En fait, la proposition, c'est donc un séminaire qui, à l'origine, est destiné à tous les jeunes gens qui se forment au théâtre, donc école de théâtre, conservatoire, etc. Mais vu le programme, moi je me dis que ça peut intéresser beaucoup de gens, c'est pour ça que j'en parle maintenant. Donc à partir de la programmation, il a essayé de sortir des problématiques qui concernent les enjeux du théâtre aujourd'hui, et qui permettent aussi de faire une généalogie comme ça théâtrale. Donc il va y en avoir 6 dans l'année. Je vous en livre quelques-unes comme ça qui vont peut-être changer, mais je les trouvais assez intéressantes. Une des problématiques, c'est par exemple, l'art peut-il être autre chose qu'une consolation? L'autre, une autre, faut-il fermer les théâtres pour que les artistes rencontrent enfin le réel? Une autre encore, le théâtre peut-il rendre la vie meilleure? Et ensuite, a-t-on besoin d'être compétent pour faire du théâtre? Voilà, c'est parmi les problématiques proposées. Autre chose qu'on va continuer cette année, vous savez, c'est l'émission Contre-courant, donc une émission animée par Aude Lancelin et Alain Badiou. Vous savez qu'Alain a terminé son séminaire cette année, en janvier, avec un séminaire de clôture qui était, qui a duré toute la journée, qui était vraiment très, très, très émouvant et stimulant. Et donc, du coup, on veut poursuivre avec cette émission. Alors, cette émission, elle date, hein, elle existait avant même d'être ici. La particularité ici, c'est qu'elle est enregistrée en public. Voilà, donc vous pouvez venir assister à cette émission. Enfin, vous dire aussi qu'on continue notre service de babysitting. Et oui, vous ne le saviez pas, mais en fait, depuis quelques années, on a un service de babysitting, en fait, qui n'est pas vraiment un service de babysitting, mais qui en tout cas, la possibilité pour des parents qui souhaiteraient venir voir des spectacles, de pouvoir le faire en laissant leurs enfants auprès de... non pas au vestiaire, mais auprès de l'équipe du studio, le cinéma, le studio, et de la commune. Donc c'est les dimanches, généralement. Donc les enfants sont accueillis, ils ont un goûter, ensuite ils vont voir un film qui leur est destiné. Et cette année, la nouveauté, c'est que même après le film, ils vont discuter avec une philosophe qui s'appelle Chiara Pastorini, qui développe un travail de philosophie avec les tout petits enfants, et donc on va essayer ça avec eux. Donc ça s'appelle « Venez au théâtre, vos enfants iront au ciné-goûter ». Voilà, donc sachez, faites-le savoir, surtout. C'est à partir de 4 ans. Dernière chose, les tarifs, j'ai rien à dire puisqu'on ne modifie pas pour la 3e année consécutive nos tarifs. Donc je vous invite à prendre sans tarder notre carte d'adhésion qui vous permettra, vous le savez, d'avoir des billets à 8 €. Voilà. Pourquoi est-ce que la programmation est si courte? Je vois que ça dure maximum 15 jours, alors qu'un spectacle, ça met quelquefois du temps à mûrir et à trouver son public. Question difficile, je n'ai pas obligé de vous répondre. C'est une question, mais en fait, on est plutôt assez valeureux comparé à d'autres théâtres sur la question de la série, parce que la série est quasiment systématique pour tous les spectacles. Et vous savez que la série, en effet, c'est c'est compliqué pour les théâtres, puisque ça oblige, et c'est notre mission, c'est notre devoir, à élargir le public, à ne pas se contenter du premier public qui vient spontanément. Mais
le théâtre est de plus en plus en difficulté, en fait. Les spectateurs, enfin, on n'est plus dans les années comme ça de grande affluence. Donc, on tient le choc, nous. Si vous regardez d'autres théâtres de banlieue, ils sont moins, je dirais, valeureux que nous. Les programmations sont encore plus courtes. Donc, au départ, nous avions l'ambition de programmer les spectacles 3 semaines. Ouais. Tous les spectacles qui sont produits et coproduits, c'est un minimum de 2 semaines en fait qui vous sont présentés. Si vous voulez bien, on peut aller boire un verre.